Comment est né Schengen? En février 1984, la France est paralysée pendant 10 jours. Une grève des douaniers italiens bloque les camions dans les Alpes, qui à leur tour bloquent les vacanciers d'abord et finalement tout le pays. En 1985, les premiers accords Schengen sont signés. La libre circulation est une aspiration générale. Nos pays étouffent dans les carcans de frontières, une accumulation de bouchons qui pèsent sur eux économiquement et physiquement. Schengen les libère. Comment est mort Schengen? En 2015, les attentats terroristes en France et l'afflux de réfugiés en Europe, causés en particulier par la guerre en Syrie, entraînent en cascade le rétablissement des contrôles en frontières intérieures. Courant 2016, l'ensemble des pays ferment leurs frontières de façon d'abord provisoire, puis définitive. Bon, cet événement n'a pas encore eu lieu, et j'espère qu'il est encore temps de l'éviter. Schengen peut-il survivre? La suspension de la libre circulation est prévue par les accords. En cas de circonstances exceptionnelles, cette suspension peut durer jusqu'à 2 ans. Où en serons-nous à ce moment-là? Quels arguments peuvent nous convaincre de renoncer à cette régression? Les arguments économiques? Les postes de douane et les files de camions ont un coût certain. Un ralentissement économique est prévisible. C'est tout sauf souhaitable au moment où le continent essaye de se battre contre la récession en faveur de l'emploi et de la croissance. L'économie compte bien sûr, mais la sécurité ne prime-t-elle pas, me direz-vous? Examinons donc. Les arguments de sécurité. Les pays signataires de cet accord ont ensemble 9000 km de frontières terrestres avec les pays hors Schengen. La France n'en a aucun. En revanche, elle a près de 3000 km de frontières terrestres avec ses voisins. L'Allemagne, pour sa part, en a 3600, la Pologne 2800, etc. On peut multiplier les guérites de douane, les barrages bicolores et les barbelés. Les résultats ne sont pas garantis. Faut-il disperser nos efforts dans le rétablissement des frontières intérieures? Selon moi, non. Ou au contraire, faut-il mutualiser la prise en charge des frontières extérieures? C'est une réponse de bon sens. Cela signifie avoir un véritable corps de garde-frontières et de garde-côtes européens. Cela signifie participer à l'effort des pays qui, comme la Grèce, sont aux avant-postes. Cela signifie partager l'information et faire réellement coopérer les services de police. Cela signifie construire des politiques communes en matière d'asile. Cela signifie surtout que la peur et le repli sur soi sont de mauvais conseils et nous éloignent de la solution. Parce qu'une fois de plus, la solution n'est pas dans moins d'Europe, mais dans mieux d'Europe.